Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le ton monte entre le Niger et la France. La junte accuse Paris de vouloir intervenir militairement après une manifestation devant l'ambassade de France. Le CNSP avait également mis en garde la CEDEAO et ses alliés contre toute intervention militaire à Niamey. Cérémonie de remise de la liste électorale au Gabon. Plus de 846 000 électeurs sont attendus aux urnes en vue des élections générales prévues le 26 août prochain. Et puis le bilan de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie. Le chef de l'État est allé présenter aux investisseurs les potentialités économiques de son pays. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie hausse le ton contre la France. Le CNSP a accusé l'État français de vouloir intervenir militairement au Niger. Une accusation qui intervient après une manifestation devant l'ambassade de France à Niamey. Les protestataires s'étaient réunis le 30 juillet pour exprimer leur soutien aux putschistes. Une manifestation qui a fait réagir l'Élysée. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, avait déclaré qu'aucune attaque contre la France et ses intérêts au Niger ne sera tolérée. Et alors que le président nigérien Mohamed Bazoum serait toujours détenu par la garde présidentielle, sa formation politique est montée au créneau contre la junte ce lundi. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a dénoncé les arrestations abusives de plusieurs ministres, dont celui du pétrole, Abassani Issoufou Mohamedou. Autre personnalité inscrite sur la liste des personnes arrêtées, le président du PNDS, Foumakoye Gado. Notons que le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Niamey le 30 juillet pour assurer la médiation. Il a notamment pu rencontrer le président déchu ainsi que les dirigeants du CNSP, la junte qui, rappelons-le, a fait l'objet de sanctions imposées par la CEDEAO lors d'un sommet spécial tenu le 30 juillet. L'organisation sous-régionale a décidé de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Avant la tenue de ce rendez-vous, la junte a aussi mis en garde l'organisation sous-régionale contre toute intervention militaire. Écoutons à ce propos le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du CNSP. Malgré les dispositions prises par le CNSP pour un retour rapide à une situation normale, certains anciens dignitaires terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités déchues. Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Aussi, le CNSP prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère. L'actualité nous emmène également au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. L'opposant était entendu par un juge d'instruction ce 31 juillet à Dakar. Il avait été interpellé le 27 du même mois à son domicile. Le leader du PASTEF est visé par une enquête pour divers chefs de délits et crimes. D'après le procureur de la République, il aurait, je cite, volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme. Il est aussi accusé d'avoir divulgué sur les réseaux sociaux un message subversif dans lequel il demandait au peuple de se tenir prêt. Parallèlement, les autorités ont annoncé suspendre temporairement Internet à partir de ce lundi. Le motif invoqué, je cite, la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de troubles à l'ordre public. Une explication donnée par Moussa Bocar Thiam, le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique. Notons que les partisans d'Ousmane Sonko se sont depuis mobilisés pour protester contre son interpellation. Le 26 août prochain, les citoyens gabonais seront appelés aux urnes dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales. À quelques semaines de ces scrutins, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a remis la liste électorale à Michel Stéphane Bonda, le président du Centre gabonais des élections. Le collège électoral s'élève désormais à plus de 846 000 électeurs. Samantha Sadero Sabobanga.
Le ministre gabonais de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a rendu public le fichier électoral pour les élections générales du 26 août prochain. Pour la présidentielle au Gabon, 846 822 électeurs sont attendus aux urnes. C'est lors d'une cérémonie tenue le 30 juillet 2023 que le ministre de l'Intérieur a procédé à la remise officielle de la liste et du matériel électoral au président du Centre gabonais des élections, CGE. Le collège électoral, après ces différentes opérations, s'élève à 846 822 électeurs. 830 729 sur le territoire national et 16 093 électeurs à l'étranger. Les 158 120 nouveaux électeurs enregistrés représentent une hausse de 23%. Sur les 846 822 électeurs, 830 729 électeurs se trouvent sur le territoire national et 16 093 d'entre eux accompliront leur devoir civique à l'étranger. Le nombre de centres et de bureaux de vote s'établit à 2818 contre 2646 en 2018, soit une augmentation de 272 centres et bureaux de vote. C'est donc à ce rituel que nous sacrifions. Nous voulons indiquer que la révision de liste électorale s'est faite et qu'après cette révision, il y a une seconde qui était destinée principalement à la phase de réclamation, mais également aux primo-électeurs nés entre la fin de la première révision et la fin de cette phase de réclamation. Le processus débutera avec l'acheminement du matériel dans les différentes commissions provinciales. S'en suivra la phase de vérification de la liste électorale par le bureau du CGE. Selon le calendrier du Centre gabonais des élections, les élections générales, présidentielles, législatives et locales vont se dérouler le 26 août 2023 avec 19 candidats pour la présidentielle, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba. Dans l'actualité également, la fermeture de l'espace aérien prolongé au Soudan, une information confirmée ce 31 juillet par l'autorité soudanaise de l'aviation civile. L'espace aérien sera donc fermé jusqu'au 15 août, exception faite pour les vols humanitaires et d'évacuation. C'est la 8e fois que cette mesure est prolongée, une directive qui intervient alors que les combats font toujours rage à Khartoum. Ce 30 juillet, les forces de soutien rapide ont bombardé une base militaire située dans le quartier d'Al-Shajara, au sud de la capitale. Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Des violences qui ont fait plus de 3900 morts selon l'ONG ACLED. À ces chiffres s'ajoutent également plus de 2 millions de déplacés internes selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'ONU dénombre quant à elle environ 724 000 réfugiés. Quel bilan après le séjour du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie? Le chef de l'État s'est rendu dans ces pays du 15 au 23 juillet en quête de partenariats stratégiques. Des visites de travail et d'état synonymes d'opération séduction pour convaincre les investisseurs des potentialités et opportunités dont regorge l'Algérie. Les précisions de Gladys Mampard. Le Qatar, la Chine, la Turquie, 3 pays dans lesquels le président algérien Abdelmadjid Tebboune a effectué des visites d'État et de travail sur invitation de ses homologues. Après 2 jours au Qatar, les 15 et 16 juillet, 5 en Chine, du 17 au 21 juillet, et 2 autres en Turquie, les 21 et 22 juillet, le chef de l'État algérien a présenté les prétentions de son pays, tout en invitant ses hôtes à venir découvrir les potentialités d'investissement en terre algérienne. Ce qu'on souhaite, c'est que l'Algérie devienne un hub dans ce domaine-là. Et je vous invite à venir en forte délégation, de voir pour quand se mettre d'accord
sur beaucoup de choses. Nous devons partir, même pour certains pays africains, pour certains pays voisins, en Algérie et en dehors de l'Algérie. On va travailler ensemble. Si pour vous installer, il n'y a aucun problème, ni pour le terrain, ni pour notre participation financière aussi au projet. L'essentiel, c'est d'arriver à moderniser toute l'économie, moderniser l'enseignement. Moderniser l'enseignement est l'une des priorités du président Abdelmajid Tebboune. Le chantier de la réforme du système éducatif a été ouvert dès son arrivée au pouvoir en 2019, avec l'objectif affiché de s'adapter au changement et à l'évolution technologique, en renforçant les partenariats stratégiques, notamment en matière de développement numérique. On a décidé qu'en Algérie, au plus tard, dans 2 ans, il n'y a plus de cartable, il n'y a plus de livres, il n'y a que les tablettes. Et ça va nous faire une économie de professeurs, puisque à partir de gens très bien formés, ils peuvent rentrer en contact et enseigner à distance. Et ça rentre exactement dans la politique que nous sommes en train de suivre actuellement. Ces visites au Qatar, en Chine et en Turquie ont abouti à la signature de plusieurs accords dans les domaines de l'éducation, de la culture, du commerce ou encore de l'énergie, des partenariats stratégiques qui confirment le retour de l'Algérie sur la scène internationale, voulu et orchestré depuis quelques années par le président Abdelmajid Tebboune. À l'issue du second sommet Russie-Afrique, les deux parties ont adopté un plan d'action pour la période 2023-2026. Le document comprend 181 points pour une coopération renforcée. Parmi les domaines ciblés, la politique et la sécurité. À ce propos, la formation des forces de l'ordre ou encore le partage d'informations sur les groupes terroristes sont notamment prévus. Fraternake Isenga et Corinne Oli. L'Afrique que nous voulons, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, est également appelée à se concrétiser grâce à la coopération russo-africaine ravivée avec la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique. Pour la mise en œuvre de cette coopération, un document stratégique dénommé Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 se propose en 181 points d'orienter les actions prioritaires pour le renforcement du partenariat dans l'intérêt mutuel des deux parties. Les domaines couverts par ce document stratégique intègrent la politique et la sécurité, adossés sur les instruments de l'Union africaine, les finances et l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le transport, la science et la culture. L'Afrique que nous voulons est une Afrique économique et sociale, intégrée dans le reste du monde, avec une vision d'un grand marché numérique unique, avec moins d'obstacles dans le domaine du commerce et des investissements conformément aux objectifs de l'ASLECAF. Jusqu'ici très opérationnelle, la coopération sécuritaire prévoit développer les contacts entre les hauts représentants qui supervisent les questions de sécurité pour échanger d'informations sur la sécurité internationale afin de mieux faire face aux menaces contemporaines telles que le terrorisme, les crimes financiers et sur d'autres menaces impliquant l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Le volet politique prévoit la tenue annuelle de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, avec une coopération accrue dans le domaine de l'observation électorale mutuelle. Concernant la paix et la sécurité, la démocratie et l'état de droit, certes, nous apprécions l'esprit de certains de nos partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans la lutte que nous menons contre les changements anticonstitutionnels, car ce qui se passe malheureusement dans nos continents ces dernières années ne profitera pas à aucun de nos partenaires. La coopération économique qui projette la mise en valeur des organisations régionales africaines va renforcer la coopération entre l'Union africaine et l'Union économique eurasienne, notamment par la prorogation et la poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord entre la Commission économique eurasienne et l'Union africaine dans le domaine de la coopération économique. Précisons que ce plan d'action élargit et complète les dispositions d'autres documents stratégiques, notamment
également la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information, de la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Retour sur la célébration de la fête du trône au Maroc. Le roi Mohamed VI a célébré le 30 juillet ses 24 ans de règne. Pour l'occasion, le souverain s'est adressé à la nation, un discours dans lequel il est notamment revenu sur les relations entre Rabat et Alger. Le souverain chérifien n'a en outre pas manqué l'occasion de vanter les prouesses enregistrées par le royaume ces dernières années. Les détails avec Eugène Schéma. Les performances du Maroc sur le plan sportif, les succès engrangés à l'international pour l'adhésion des États à la solution marocaine pour le Sahara, les résultats du pays au niveau économique permettant au Maroc de se maintenir dans le top 5 des pays les plus riches du continent traduisent le sérieux du royaume, expression utilisée par le roi Mohamed VI le 29 juillet dans son discours à l'occasion du 24e anniversaire de son accession au trône. Le souverain exalte le génie marocain et appelle son peuple à franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès. Pour le roi Mohamed VI, l'organisation du mondial de football 2030 témoignerait de cette dynamique. De fait, chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit, à l'instar de l'exploit accompli par la sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football. De l'aveu de tous, en interne comme à l'international, nos enfants ont offert de plus belles images de ferveur patriotique, d'unité et de cohésion familiale et populaire, et ils nous ont rendus particulièrement fiers, ainsi que l'ensemble du peuple marocain. C'est dans cet esprit que nous avons pris la décision de présenter avec nos amis d'Espagne et du Portugal une candidature commune pour l'organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030. Ainsi, nous aspirons et corrélativement, nous œuvrons à ce que, sous tout rapport, cette édition inscrive sa marque dans l'histoire. À l'occasion de son discours au peuple le 29 juillet, le roi Mohamed VI a de nouveau appelé à de meilleures relations avec l'Algérie, pays voisin avec lequel la frontière est fermée depuis 1994 et les relations diplomatiques suspendues depuis décembre 2021 sous fond d'accusations de soutien présumé à des organisations indépendantistes. Depuis quelques mois, beaucoup demandent à savoir où en sont les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ces relations sont stables. Nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures. À ce propos, nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu'ils n'auraient jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères. Sur le plan intérieur, le roi Mohamed VI annonce l'entrée en vigueur en fin d'année 2023 de mesures de prestations sociales ciblées qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie des millions de familles et d'enfants. Une mesure qui participe à des initiatives pour une société marocaine plus solidaire et plus soudée. L'actualité sportive pour finir avec la qualification du Nigeria pour les huitièmes de finale du mondial féminin de football qui se joue actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce 31 juillet, les Super Falcons ont validé leur ticket après un match nul face à l'Irlande. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin défilé. Logées dans le groupe B, les Nigérianes se hissent à la 2e place du classement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.